والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, je vous souhaite toutes et à tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un nouveau livre avec un invité que la plupart ici a déjà eu l'occasion de suivre ses conférences, ses cours ici même à l'académie ou bien ailleurs à Bruxelles. Donc, le livre que nous allons débattre aujourd'hui, c'est une traduction d'un livre d'Al-Ghazali, de Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjat al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali, s'intitule Narat al-Falasifa, et qui est traduit à ma connaissance pour la première fois. La deuxième. Il y a une traduction. Oui, de Caradeveau. Ah, Caradeveau, c'est très ancien. Oui. Il y a l'inexistence, pratiquement. Oui, voilà. Donc, l'incohérence des philosophes. Avant de dire un petit mot sur Al-Ghazali, je voudrais tout d'abord présenter Tahar Mahdi, qui est docteur en droit musulman et théologie comparée, en anthropologie et histoire des religions, en langue et civilisation arabe de Damas et de la Sorbonne. Sa thèse de doctorat, si je me souviens bien, sera portée sur la question du consensus de l'Ijma' chez Ibn Hazm. Oui, très bien. Qui n'est pas encore édité, l'image. Alors, il a plusieurs publications, surtout notamment dans le cadre du fiqh. Par exemple, je me rappelle les vérités étouffées sur la femme musulmane. Je me rappelle aussi du livre sur Introduction à Maqasid Sharia. Un autre sur la question de la méthodologie d'exégèse, Manhaj Tafsir. Aujourd'hui, nous l'accueillons surtout autour de la traduction qu'il a faite de livre de Hujjat al-Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, Taharat al-Falasifa. C'est un livre qui a une histoire, et c'est un savant aussi qui a une histoire et qui a sa place dans l'histoire de la pensée, de la théologie et de la philosophie islamique. En présence de Abu Hamid Al-Ghazali, nous sommes vraiment en face d'une figure essentielle, centrale dans l'histoire, pas seulement l'histoire de la théologie, mais aussi l'histoire de la philosophie islamique. Notamment ce livre-là, qui a fait une ligne de démarcation avant et après Al-Ghazali, puisque c'est un livre qui a pris en charge surtout de faire une synthèse à la fois, on va dire, savante et critique de la philosophie. Ce livre-là, il a été précédé d'un autre livre qui est aussi intéressant et qui s'appelle Maqasid al-Falasifa, là où Al-Ghazali a passé en revue toutes les thèses du philosophe, d'abord d'une manière très très fidèle, d'une manière très très constructive. Ce deuxième livre, en l'occurrence la al-Falasifa, il a entamé une critique épistémologique et philosophique des thèses essentielles qui, chez les philosophes, surtout chez les philosophes péripatéticiens, arabes, musulmans, à savoir Al-Kindi, Al-Farabi et Avicenne. Donc, dans l'histoire de la philosophie islamique, les chercheurs, les historiens sont vraiment divisés entre deux courants. Ceux qui considèrent que ce livre-là a donné le coup de grâce à la philosophie dans le domaine, dans la sphère du monde musulman. D'autres qui croient à l'opposé, que c'est un livre qui a réorienté les problématiques philosophiques dans la sphère de la pensée islamique. Bien sûr, il y a entre les exagérations des uns et les exagérations des autres, il y a toujours moyen, bien sûr, de reconsidérer cette œuvre d'Al-Ghazali. Voilà, donc sans dire un peu plus sur ça,
on va, Inch'Allah, essayer avec Cheikh de débattre d'abord du pourquoi de cette traduction, de cette deuxième traduction, je viens de le savoir, et aussi sur la place encore, la place que pourrait avoir cette œuvre dans la pensée islamique contemporaine. Et bien sûr, c'est une occasion aussi de revisiter certaines considérations sur l'œuvre de Ghazali. Voilà, bienvenue chez nous. Voilà, donc ma première question, surtout, tout d'abord, pourquoi revenir à cette œuvre qui a fait tant de polémiques dans l'histoire de la pensée islamique? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est une chance en fait d'être parmi vous pour moi. Peut-être aussi c'est une chance pour vous aussi d'aller dans ce chemin pour chercher la réflexion, le débat, la confrontation des idées, parce que le but c'est ça, c'est pas d'inculquer quelque chose, mais c'est d'étudier ensemble et de voir les idées dans l'ampleur de toutes leurs propositions concernant une sommité comme le Ghazali, qui bien sûr nous vient d'un âge assez lointain, mais qui est, sa pensée elle est toujours d'actualité, parce qu'il a vécu en gros les mêmes circonstances que l'on vit aujourd'hui, et qui donc il a su répondre selon bien sûr les circonstances de sa génération aux problématiques qui se posaient à l'époque à tous les niveaux bien sûr de l'intellect humain. Et donc pourquoi moi j'ai fait cette traduction? Premièrement parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai lu L'incohérence des philosophes. Bon, c'est l'une des traductions des titres donnés au livre, parce qu'il y a d'autres qui l'ont traduit. Caradovo ne l'a pas traduit comme ça. Caradovo, il a appelé la destruction des philosophes, tout simplement. Bien que moi, je ne pense pas que c'est une destruction, c'est vraiment Ghazali qui a choisi ce mot-là. L'incohérence des philosophes, c'est une politesse linguistique et sémantique vis-à-vis des philosophes, qui les considèrent, certains parmi eux, ils les appellent même maîtres, il reconnaît le talent des philosophes, et donc lui il constate que c'est des incohérences dans la pensée des philosophes qui ont beaucoup d'influence sur les gens à l'époque, parce que c'était un petit peu à la mode à l'époque là, de rentrer dans ce domaine, de débattre de tout et de n'importe quoi, etc., et surtout de la part de l'élite à l'époque de l'imam Ghazali. Et donc, oui, il a dit, voilà, j'ai fait ce livre-là pour protéger un petit peu la foule, les gens qui ne sont pas capables de saisir les vrais sens de la philosophie, mais de répondre aussi aux incohérences des philosophes. Donc moi, ça m'a plu. J'ai lu ce livre-là en arabe, bien sûr, et ça m'a plu, mais j'ai pas compris tout à fait les tenants et les aboutissants de ce livre-là. Surtout que c'est pas facile, hein. Vous savez, la langue arabe du Moyen-Âge, elle n'est pas facile. Vous voyez, surtout pour quelqu'un qui était encore jeune, qui était encore au lycée. Donc, il a dit, j'ai vu que c'est important de remettre sur la table cette pensée, qui est issue d'une grande réflexion. Le Ghazali a dit, j'ai mis 2 années entières pour vraiment maîtriser, parce qu'au début, il ne connaissait pas, pour maîtriser pour étudier la philosophie et pour pouvoir prétendre à répondre à leurs pensées, leurs idées, avec les mêmes arguments, c'est-à-dire dans le même procédé philosophique. Hein. Voilà, donc c'est pour cela, moi, comme j'ai cherché partout la traduction de Caradovo, qui était faite en 1899 exactement. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché partout, à la Sorbonne, dans la Bibliothèque nationale, je ne l'ai pas trouvé, surtout pour acheter. Et alors j'ai dit, je vais me lancer et c'est tout. Et donc j'ai travaillé aussi pendant 2 années, parce que j'ai
je travaille sur ce livre-là, et je prétends l'apprendre par cœur. Vraiment, j'étais tellement dedans, et surtout que j'aime beaucoup Abu Hamid al-Ghazali. Donc voilà, pour qu'il y ait vraiment une critique de la philosophie, une incohérence des philosophes, comme il le dit, il faut qu'il y ait d'abord une philosophie. Alors, quelle était, au moment de la vie de Ghazali, quelle était vraiment la place réelle de la philosophie dans la sphère très large qu'on appelle la pensée islamique, ou bien surtout les sciences islamiques généralement, entre guillemets. Quelle était vraiment la place réelle de la philosophie? Oui, en fait, la philosophie, ou comme on appelle à l'époque le syllogisme grec surtout, parce qu'il a fait vraiment une conquête dans les dynasties musulmanes à l'époque, surtout à la fin de la dynastie Omeyyade Abbasside, qui a favorisé en quelque sorte la philosophie, même les pensées un petit peu marginales, entre parenthèses, d'après Abu Hamid al-Ghazali et les autres, comme le mu'tazilisme. Et donc, c'était vraiment à la mode, hein, la philosophie à l'époque. C'était pas quelque chose que le Ghazali a sorti comme ça, il l'a jeté dans la société, il commençait à... Non, c'était... L'élite, surtout, a été influencée par le syllogisme grec, et ça risquait même d'aller dans le droit. Moi, j'ai vu le Ghazali, par exemple, Ibn Hazm, par exemple, il a essayé même d'introduire, de prouver sa pensée, son concept littéraliste du texte. Il a essayé même de le soutenir avec du syllogisme grec. Le syllogisme grec se base essentiellement sur la règle des prémices, la mineure, la majeure et le résultat. Elle est connue, très connue. Maintenant, c'est démodé, quoi. C'est rejeté, on n'utilise pas beaucoup, mais c'est une logique, hein, que le Ghazali lui-même considère ça comme étant quelque chose de très authentique, hein, ce syllogisme, et qu'il le considère comme étant quelque chose qui colle à la fitra de l'être humain, à la nature saine, à l'intellect sain de l'être humain. Et donc la philosophie était vraiment, surtout dans l'élite, elle était très importante, et même au niveau politique, parce qu'il ne faut pas oublier que le Ghazali, certains récits disent que le Ghazali a écrit ça, pas de lui-même, mais sous la pression ou sous la demande de comment il s'appelle là, le premier ministre Seljouqide, comment il s'appelle, Nizam al-Mulk, qui lui a demandé de répondre parce qu'on avait Ikhwan Safa, hein, avec leur philosophie, on avait les Batinides qui étaient partout, les Ismaïliens et les Fatimides, etc. Et tous ces groupes-là, qui étaient des groupes connus dans le monde, surtout sunnites, comme étant des groupes occultes, ils sévissaient un peu partout, et soutenus par la dynastie fatimide en Égypte. Donc c'est un État qui, à l'opposé du sunnisme, entre parenthèses, qui finançait et soutenait ces groupes-là. Et donc le Ghazali, quand le Nizam al-Mulk lui a demandé, surtout qu'il lui a donné, bien sûr, lui a accordé le statut de doyen de la Nizamiyya à Bagdad, et donc il lui a demandé de répondre à ces gens-là, et donc il a profité de répondre à ces groupes et en même temps aux philosophes. Alors,